Donc, bonjour à tous. Allez-y, allez-y. Marc-Olivier Neveu, je suis résident de Saint-Jérôme. Juste par souci d'intégrité, je tiens à dire, je suis issu du Parti québécois, je suis militant dans cette formation politique-là, mais ça me fait plaisir par contre d'être présent à cet événement-là organisé. Vous êtes le bienvenu. Parce que dans le fond, c'est une consultation publique organisée par des députés, puis c'est important que tout le monde, peu importe notre couleur politique, on puisse s'exprimer. Je pense que c'est ça le fondement même de la démocratie. Ma question... Je m'attendais pas à ça. Ma question, ça reposait davantage. Vous comprendrez que je n'irai pas dans la partisanerie. Je vais laisser Mme Ouellette, au Bloc québécois, utiliser ses arguments en chambre ou quoi que ce soit, en attendant qu'elle soit députée. Là. Ma question, ça repose davantage au niveau toujours des jeunes, parce que moi, j'ai 17 ans. Quand je regarde mon fil Snapchat ou peu importe sur les réseaux sociaux, j'en vois souvent des jeunes user du cannabis, puis qu'ils le montrent, ils s'en cachent pas. Et la loi, je suis heureux par contre qu'il y ait une légalisation, je suis entièrement pour ça, du sens que je trouve ridicule et anormal que les conservateurs se soient obstinés pendant des années à essayer d'avoir raison, puis tout le temps chercher par une simple idéologie, et même pas dans des faits, à dire, ben regardez, ça c'est mal, nous autres on fait de la morale, on est très moralisateurs comme gouvernement. Je suis content de savoir au moins qu'il y a un gouvernement qui ose agir, puis qui va de l'avant avec dire, ben regardez le gros bon sens, on sait qu'il y a des gens qui en consomment, on va légiférer là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact négatif possible pour nos citoyens. Là-dessus, il y a une chose par contre que la loi est nébuleuse, c'est de faire en sorte, oui, on a vu les règles, les conséquences qui vont s'appliquer pour les gens qui sont pour la vente de mineurs. Mais concrètement, pour voir qu'est-ce qui se passe dans des parties ou sur Snapchat ou peu importe, les jeunes, oui, il y en a qui en achètent du cannabis sur le marché noir présentement, puis il y en a qui vont s'essayer lorsque ça va être en vente libre ou quoi que ce soit. Sauf que la problématique, c'est aussi que quand il y a des fêtes, des parties, il y a des jeunes qui pognent un joint à quelqu'un qui est peut-être majeur ou peu importe, qui aurait acheté ça. Et ça va être le cas aussi quand ça va être légal le 1er juillet prochain. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait comme société? Qu'est-ce que nos policiers y font pour intervenir? Je veux dire, il y a plein de jeunes qui vont continuer d'en consommer. C'est la même chose avec l'alcool. Ils n'ont pas le droit d'en acheter, les mineurs, présentement, de l'alcool. Entre vous et moi, là, quel jeune ne consomme pas de bière ou de vin ou peu importe? Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais consommé ça? Il y en a certains, mais il y en a beaucoup qui en ont pris. Donc ma question, c'est davantage de savoir quelle action le gouvernement fédéral, puis même qu'est-ce que le provincial pourrait faire. On a la représentante, Mme Saint-Pierre, qui est présente aujourd'hui. Quelle action qui pourrait être présentée pour faire en sorte qu'on fasse la sensibilisation au niveau des jeunes, mais aussi concrètement sur le terrain, quand on voit un jeune en présence de ça, qu'est-ce qui arrive? Et comment on fait justement pour éviter que ça se partage, puis que si c'est illégal, ben c'est illégal. Qu'est-ce qui arrive après ça pour un jeune qui est mineur? Ça me concerne, ça concerne beaucoup de gens qui sont à mon collège, dans les écoles secondaires. Je pense que c'est une question qui est légitime. Je vais peut-être juste répondre à la question de madame, pourquoi, au niveau de la prévention. L'expérience m'a montré que quand on parle de substances comme l'alcool, la drogue, le jeu, la distribution fait foi de tout. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup d'appareils à loterie vidéo à un endroit, plus vous en mettez, plus les gens vont avoir tendance. Actuellement, vu que c'est criminalisé, ben l'accessibilité, elle est cachée et à partir du moment, moi je me rappelle un temps où est-ce que quand j'étais plus jeune, j'allais acheter des cigarettes pour ma grand-mère, on ne me posait pas de questions au dépanneur, on me les donnait. À partir du moment que c'est légal et qu'on ne peut plus vendre aux jeunes, il y a un contrôle qui commence à se faire qui est un début. Ça ne répond pas de tout parce que ça, on a parlé pour l'alcool, ça, mais il y a déjà. Alors que là, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont. Il faut faire attention là, mais par le profit. Donc, un acheteur, on vend, puis comprenez-vous? Fait que l'aspect de contrôler la disponibilité ou l'accès est déjà une première action de prévention. Je ne sais pas si je suis assez clair ou... Concernant votre ordre d'application dans les projets, il ne faut pas passer par la légalisation pour arriver à la faculté affaiblie. La façon dont la mécanique juridique aurait fonctionné, si on était parti avec la faculté affaiblie en premier, du moment, et sans la légalisation, du moment qu'on trouve une trace de THC, on tombe dans le criminel, puis c'est illégal, l'application de la loi criminelle deviendrait différente. Et là, parce qu'on a un projet de légalisation, il y a un certain synchronisme entre les deux. On n'attendait pas après un pour arriver à l'autre, mais le timing faisait que le bon sens veut qu'on légalise, mais en même temps, il faut prévoir
harmoniser les conséquences, notamment en faculté affaiblie. Donc, il y a une question de timing qui est arrivée par notre arrivée, en fait, à Ottawa. Au niveau de l'application de la police, là, c'est l'ancien membre d'un corps policier qui va parler. La loi, c'est la loi, on applique la loi à la lettre. Sauf que la police a le privilège et l'avantage d'avoir un certain discernement et un côté arbitraire qui, selon les circonstances, va dire, regarde, on ne prendra pas tout le monde qui ont fait un pas de travers. Dans certaines circonstances, il est justifié d'y aller plus mollo. Dans d'autres circonstances, il faut aller plus sévèrement. Un exemple, un petit peu boiteuse, mais quand même, elle est appliquée. La manifestation qu'il y a à Ottawa, le 20 avril, où tout le monde fumait sur le parterre, c'est illégal, là. La GRC, là, est cordée en avant, là. Mais c'est une manifestation où on respecte beaucoup plus le droit d'expression, la liberté d'expression des gens, la manière dont ils ont utilisé, que de commencer à mettre tout le monde dans le panier à salade. La logique et le bon sens veut que la police a ce jugement-là, et je pense qu'il faut leur donner le crédit lorsque c'est le temps de le faire. Peut-être brièvement par rapport à votre question pour le référendum, je pense que c'était une surprise pour personne qu'on légalise le cannabis. C'est un engagement qui était clair dans notre plateforme, même que les conservateurs se moquaient constamment de Justin Trudeau qui voulait légaliser le cannabis. C'était dans notre plateforme, c'est un engagement qu'on a pris qui est une surprise, je pense, pour personne. C'est un engagement que le NPD avait, avec le Bloc québécois, que ce soit la décriminalisation ou la légalisation. Donc, il y a une majorité de Canadiens qui ont voté pour les partis qui avaient ça dans leur agenda politique. Donc, non, il n'y aura pas de référendum là-dessus. La deuxième chose par rapport à monsieur qui nous parlait pour les jeunes, je pense que c'est clair qu'il ne faut pas être naïf, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais on pense qu'au fur et à mesure où les consommateurs vont passer du marché illicite au marché licite, si le seul marché qui reste, c'est celui des moins de 18 ans, éventuellement, il n'y en aura plus de vendeurs. La seule façon pour un mineur de s'en procurer, ça va être de faire la même chose qu'ils font pour la cigarette et pour l'alcool, pratiquement se poser devant un dépanneur, demander à ce que l'alcool, qu'un majeur, qu'un adulte achète de l'alcool ou achète des cigarettes. Moi, je sais, je ne parle pas pour tout le monde, mais quand il y a des jeunes qui me demandent de racheter de l'alcool, je sais que je peux me retrouver avec une pénalité d'à peu près, je pense que c'est quelque chose comme 1 000 $, que de toute manière, moralement, je ne serais pas à l'aise avec ça, mais je ne le fais pas, puis je pense que la plupart des Canadiens ne le font pas. Donc, c'est un petit peu la logique derrière ça. Donc, on espère, mais je pense que la sensibilisation, l'information vont être clés aussi. Je veux peut-être rajouter quand même quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher, comme tout bon politicien. Mais comme parent et comme intervenant, je dirais, avec une communauté que je chéris beaucoup et que je connais bien, la question de la prévention ne dépend pas de la légalisation. C'est pas vrai. La question de la légalisation, de la décriminalisation, fait le reflet d'une actualité qui est là. Faire la prévention, puis investir dans nos jeunes, puis s'assurer qu'on en est conscient de la problématique, c'est maintenant et c'est en parlant. Les sous, c'est une chose, mais que vous soyez là en train d'en parler, que vous reveniez à la maison en train d'en parler avec votre conjoint, puis en parlant avec vos enfants, ça en est déjà de la prévention qu'on ne faisait pas il n'y a pas quelques mois de ça. Je ne me souviens pas d'avoir eu on dit en anglais, des down halls sur la légalisation ou même sur la santé publique faisant face aux drogues illicites. Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors déjà, ça, pour moi, c'est un pas. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on va aller plus loin, plus rapidement, parce qu'effectivement, il y a une urgence d'agir, puis on va avoir les moyens pour aller contrer et avoir les mêmes succès qu'on a avec l'attaque par rapport au tabac, entre autres. Alors, j'ai madame qui voulait poser une question, et puis après... Je sais qu'il faut... On est quand même dans notre grille horaire. On avait dit qu'on terminait à 9 h, mais mettons qu'on se donne 10 minutes qu'on claire les questions. Oui, moi, j'ai 1, 2, 3 questions. Moi, j'ai 3 personnes ici. Moi, j'en ai 3. J'en ai 4. Moi, j'en ai 3. 1, 2, 3. C'est bon, alors on va se limiter à ça. S'il vous plaît. Alors, madame, c'est à votre tour. Okay, mon nom, c'est Anne Lamarche. La question est, s'ils ont des parents, leurs enfants ont 16 ans, OK, donc des ados. Ils ont le droit de les forcer pour aller dans un disintoxication center, là, excusez mes erreurs, là. Hein? Mais s'ils ont 18, est-ce qu'ils n'ont pas plus le droit de les forcer? Est-ce que j'ai raison? Donc, s'ils demeurent encore à la maison, ils vont aux études, il me semble que les parents
pour avoir le droit de les forcer. C'est mon point. Je ne suis pas trop sûr de comprendre bien la question, mais c'est sûr, la question de l'âge, on l'a vu, c'est un enjeu, hein, puis différents groupes ont différentes idées. On voit comment l'Ontario... la question, c'est de voir... nous, comme directeur de santé publique, on s'est posé beaucoup la question par rapport à l'effet santé, puis je reviens sur la question du 18 ans, c'est que le 18 ans, il y a comme une norme sociale qui fait qu'au Québec, à 18 ans, vous êtes considéré adulte et imputable de vos choix et tout ça. Mais moi, personnellement, comme parent, c'est pas parce que mon enfant a 18 ans que je n'essaierai pas d'agir comme bon père de famille par rapport à mes enfants. Mais il y a l'aspect légal, puis il y a l'aspect, je dirais, moral ou comme parent, comment est-ce qu'on agit. Puis je sais pas si vous faites référence à ça, mais à 18 ans, mes enfants n'arrêtent plus d'être mes enfants, puis là, je me place comme père de famille, mais ils vont continuer à être mes enfants. Mais au niveau légal, ce que je comprends, la norme fait qu'à 18 ans, habituellement, on est considéré, puis on dit toujours majeur et vacciné. Bien, ça va dans ce sens-là. Donc, il faut que dans nos programmes de prévention, que nos enfants soient amenés à conscientiser qu'à un moment donné, ils auront à faire des choix puis qu'ils sont responsables de ces choix-là aussi. C'est ça aussi, je dirais, élever nos enfants. Et là, je parle vraiment sur une base personnelle comme père. Hein. Je pense que c'est notre rôle. Alors, on va passer à la prochaine question. C'est pas d'autres interventions. Oui, donc Éric Filiatro, j'ose une deuxième question. C'est un sujet qui me touche beaucoup. En fait, je voudrais rectifier ce que j'ai dit plus tôt en disant que le seul point où j'étais d'accord avec vous, c'était sur l'urgence d'agir. Je pense qu'on est tous contre le cannabis, ici ce soir, y compris vous. Donc, je pense que ça, on a tous le même objectif. Maintenant, la réticence au changement, c'est bien connu. Hein? Il y a un changement. Les questions font preuve de cette réticence-là. Maintenant, je me pose la question parce qu'il y a des questions beaucoup plus pointues. Par exemple, comme dans le domaine de l'immobilier, lorsqu'on veut vendre une propriété, il y a une déclaration du vendeur par la loi de courtage qu'on est obligé de remplir et il y a un article qui dit « Est-ce qu'il y a déjà eu culture de cannabis dans la propriété? » Donc, c'est toutes des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet article-là éventuellement? Et je me pose la question à vous tous. Est-ce que le gouvernement libéral a l'ouverture de retarder cette légalisation-là ou c'est ferme, c'est 1er juillet 2018? Il me semble que c'est prématuré à entendre toutes les questions ici ce soir. Il me semble que c'est prématuré et ça arrive très vite, une légalisation comme ça, quand dans ma famille, j'ai un paquet de policiers qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer ça. Dans nos écoles, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? La commission scolaire qui a émis des réserves et qui a lu quelques points seulement. On a énormément de questions. Pourquoi l'urgence de 2018? Continue les questions et on va après. Bonjour, je vais tenter de faire ça rapidement. Je m'appelle Isabelle, je travaille dans un organisme de justice alternative, en fait celui de la région des Basses-Laurentides. On travaille à l'application de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Je ne ferai pas de présentation, c'est assez complexe, mais en fait ce que ça veut dire dans les faits, c'est qu'on applique, lorsqu'un adolescent se fait arrêter, entre autres en possession de cannabis, on applique des mesures légales. Donc depuis des années, on a bâti des programmes pour vraiment intervenir, et pas dans un but punitif, vraiment dans le but d'avoir une mesure alternative qui vise finalement à les sensibiliser aux effets de la consommation pour qu'ils puissent faire des choix éclairés. Donc, c'est des jeunes où, en fait, on avait une porte d'entrée avec le programme de renvoi. C'était pas, ça donne pas de dossier criminel, donc c'était un peu dans l'esprit pour ne pas punir trop sévèrement un jeune qui se fait arrêter pour une première fois. Donc, c'est sûr qu'on rencontre beaucoup de jeunes quand même par année. Et ces jeunes-là, en fait, on sait que, bon, là, si la légalisation et tout ça est là, c'est pas permis au moins de 18 ans. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, justement, pour les adolescents qui vont se faire arrêter? Peut-être vous allez me dire que c'est de juridiction provinciale, puis c'est correct aussi, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été réfléchi ou... Fait que je vous dirais que c'est notre préoccupation, là, pour voir comment on va aller rejoindre ces jeunes-là, parce qu'on pense que c'est important de les rejoindre, finalement. Merci pour la question. Excellente question. On va aller avec votre question aussi, monsieur. C'est même plutôt un commentaire. Je me présente André Gingras, je suis conférencier, auteur sur le sujet du cannabis, justement. Je voulais dire aux gens qui sont ici, c'est normal d'avoir des appréhensions sur le sujet. Les gens du Colorado, vous en avez rencontré, ils ont vécu la même chose. Là-bas, ils leur ont prédit l'apocalypse, le chaos social. Ils disaient même qu'il n'y aurait probablement pas assez d'ambulances pour ramasser les gens dans les rues.
Je suis allé personnellement au Colorado cet été voir comment ça se passe et c'est très rassurant, je peux vous le dire, ça fonctionne très bien. Donc, on n'a pas inventé la roue, ça a déjà été fait ailleurs. Et, je voulais simplement dire aussi que je pense que c'est la seule bonne approche, l'approche du gouvernement que vous avez actuellement pour faire face à la problématique, parce que sinon, on laisse tout faire, puis c'est n'importe quoi. Donc, c'est une approche responsable, puis je suis fier d'être Canadien pour la position que vous avez sur le sujet. Je vous remercie. Merci du commentaire. Alors, on va aller au... Est-ce qu'on y fait une ronde de réponses, puis après, on termine avec les 3 personnes ici? Oui, ben oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Et répondre aux questions Répondre de aux tes questions gens. ici, Oui, puis puis après, on fait les trois derniers. Et après, on conclura. Oui. D'accord. Alors, les gens du panel, Joël? Par rapport à la culture, à des fins personnelles, la déclaration du vendeur, vous mentionnez les problèmes que ça peut poser au niveau de l'immobilier. C'est des problèmes déjà qui existent au niveau du droit qu'ont les Canadiens de cultiver à des fins personnelles quand c'est pour des raisons médicales. Dans notre projet de loi, c'est un maximum de 4 plans. On en a parlé allègrement. Vos préoccupations, je les ai entendues, on les entend. On ne va pas préjuger de ce que le comité de parlementaires va arriver comme recommandation, comme conclusion. Mais c'est un point qui est très valable que j'entends, qu'on a entendu de plusieurs. Donc, j'en prends acte. Deuxième chose, vous avez mentionné pourquoi l'urgence d'agir, pourquoi le 1er juillet. D'abord, le 1er juillet, il n'y a pas de date d'arrêté. Notre objectif, c'est d'ici juillet 2018. Mais on a posé la question en comité parlementaire aujourd'hui, hier, par exemple au Colorado. Colorado, ils nous ont dit non, on n'était pas prêts essentiellement, mais quand on réfléchit bien aux questions, quand on va de l'avant, on arrive à trouver des solutions au fur et à mesure. Nous, on a l'avantage de voir au Colorado quels ont été leurs échecs, quels ont été leurs succès, d'avoir une approche qui est très réfléchie par rapport au temps qu'eux ont eu pour mettre de l'avant la légalisation. Puis quand on demande aux experts, par exemple, l'Association des pédiatres qui était à Ottawa aujourd'hui, ou l'Association canadienne de la santé publique, on leur demandait, pensez-vous qu'il y a urgence? C'est Ramès, d'ailleurs, je pense, qui a posé la question en comité, mais il nous disait, oui, il y a urgence d'agir, parce que plus que vous attendez, plus que c'est la prohibition et toutes ses conséquences néfastes, plus que c'est un échec, plus que c'est profitable au crime organisé, puis plus que c'est un échec vis-à-vis de nos jeunes. Oui, ce qu'il nous dit, c'est oui, il y a une urgence d'agir, le plus tôt sera le mieux. Donc c'est pour ça qu'on s'est fixé comme objectif l'été 2018. Puis la plupart des provinces nous disent qu'elles vont être en mesure d'être prêtes pour l'été 2018. Donc c'est ce qu'on entend aussi. Dernière petite chose par rapport à la loi sur la justice pénale des adolescents, si j'ai bien compris votre question. Dans la loi, essentiellement, une possession au-delà de 5 grammes pour un mineur de 12 à 17 ans serait passible de sanctions en vertu de la loi sur la justice pénale des adolescents. En bas de 5 grammes, et j'entends souvent plusieurs démagogues dire qu'on permet la consommation en bas de 5 grammes, ce qui n'est pas le cas, vous le savez. On laisse aux provinces le soin de légiférer, comme l'Ontario l'a fait, parce qu'on pense que de criminaliser un mineur, ce n'est pas nécessairement la bonne solution quand ils ont une petite possession. Finalement, M. Gingras, merci beaucoup. Merci. Alors... Linda, je vais peut-être intervenir parce que j'ai eu plusieurs chapeaux dans ma vie. Courtier immobilier, j'ai déjà exercé le métier. Écoutez, là, on parle de production personnelle. Donc, 4 plans. Dans le cas-ci, on ne parle pas de production pour le crime organisé qui va pratiquement utiliser un sous-sol complet, qui va se balancer, je dirais, des conséquences par rapport à la maison au niveau de toute l'infrastructure. C'est une production pour de la commercialisation, ce qui est complètement autre chose qu'une production de 4 plans qui est dans une maison où on n'a pas les mêmes problématiques là, pour revendre. Alors ça, c'est pas on n'aura pas clairement les mêmes problématiques. Voilà ma réponse. Alors Linda, c'est OK, j'ai une rafale de questions, puis je pense que c'est la dernière ronde, après on va pouvoir conclure. Bonjour, Jean-Marc, étudiant. Alors, oui, aussi. Mais dans le fond, je me demandais, je pensais à mon père qui a, pendant plus de 20 ans, eu un dossier criminel pour possession simple et à ceux qui sont en prison qui ont eu une possession. Dans le fond, ma question, c'était si aujourd'hui c'est illégal et que le monde a des sanctions pour ça, si demain c'est légal, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Est-ce qu'ils vont avoir un pardon? Est-ce que vous allez vider les prisons pour ceux qui ont eu possession? C'est une excellente question. Depuis la prohibition du cannabis, c'est 600 000 Canadiens qui ont eu des dossiers criminels pour possession simple. Je pense qu'en soi, il y a quelque chose d'absurde à cette situation-là, mais dans notre situation où on est le gouvernement en ce moment, il y a une loi qui s'applique. En ce moment, c'est illégal de posséder du cannabis. On ne peut pas envoyer de messages contradictoires. Donc,
La loi est la loi est la loi, elle doit être appliquée, elle doit être respectée, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle loi qui sera passée par le Parlement. Donc, c'est comme ça que je répondrai. Peut-être pour la réaction par rapport à avant, il n'est pas prévu dans le projet de loi présent de faire quoi que ce soit avec le passé. Là. On ne peut pas adresser ça dans la loi présente. Il faut comprendre le processus législatif en quelques secondes. On met un projet de loi, on a une consultation, des recommandations, on applique les recommandations et les modifications qui s'imposent. Après ça, il y a d'autres lectures, dont le Sénat. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, admettons que ça ne fonctionne pas et que la loi tombe, la loi demeure la loi. Donc, la question est extrêmement pertinente, mais elle ne peut pas être adressée tout de suite. Mais elle va être adressée de bonne foi et correctement lorsque, éventuellement, cette loi-là va être passée. Alors, moi, j'ai 3 questions. On attend les 3 questions. Alors, c'est Marie-Claude encore, de Saint-Eustache. J'aimerais revenir sur une réponse que vous avez donnée au jeune homme, puis ça parle de pénalités pour ceux qui vont vendre. Vous dites que c'est contrôlé, comme la cigarette, par exemple. J'habite Saint-Eustache, on prend la 344, je ne sais pas si vous connaissez le coin. On traverse de montagnes, puis on arrive où avant il y avait une super belle pinède. C'était très beau et qui existe encore, mais qui a maintenant, la dernière fois que j'ai compté, 27 kiosques de vente de cigarettes dans la réserve de Kanessetake. Nous, c'est une préoccupation qu'on a. En tout cas, moi, je l'ai parce que je suis citoyenne à proximité de cette réserve-là où on vend des cigarettes, puis il me semble que c'est illégal, même d'aller en acheter. Pas sûr que c'est contrôlé quand quelqu'un va en acheter là. Je me demande si vous avez pensé à cet aspect-là de la chose, dans le sens que ils vont-tu avoir à cette heure, en plus d'une cigarette qui flash, un joint qui flash? Puis qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Parce que probablement tout le monde en connaît du monde, puis des jeunes qui achètent des cigarettes illégales, sans contrôle de qualité, sans contrôle... Bon, fait que c'est ça. Avez-vous pensé à quelque chose? Parce que j'ai peur que ça devienne un problème proche de chez nous. Bonsoir. Moi, je suis Louise Lebrun, je suis de Saint-Eustache aussi. Je suis représentante d'un organisme communautaire dans cette région-là. Mon inquiétude, moi, par rapport à ça, c'est que si je me retourne un peu dans mes cours de prévention de la toxicomanie, il y a toujours été, c'est toujours passé la même chose au moment où on légalisait une drogue, c'est-à-dire qu'il y en avait une autre qui prenait la place. Mon inquiétude, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est qu'on disait que le cannabis avait à peu près pas de danger d'ouverture de porte, dans le fond, à des drogues plus dures. Si c'est une autre drogue qui se met à vendre, hein, c'est laquelle avez-vous l'impression qu'il va venir sur le marché, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais que je parle un petit peu plus loin dans ma vision, mais c'est ma question. Voulez-vous répondre en attendant les 2 autres? La collaboration en sécurité publique avec les Premières Nations et la police des Premières Nations fait en sorte qu'un de nos objectifs, c'est de s'assurer de la dépendance et l'autonomie des peacekeepers. Et il y a une collaboration accrue entre les forces policières, par exemple, sur le de province, qui est la GRC, qui fait la police provinciale ailleurs, et ici c'est la SQ, qui fait aussi la même collaboration. Et là-dessus, on se fie sur non seulement la bonne volonté, mais les démarches et la formation qu'on donne aux officiers de police des peacekeepers pour justement gérer cette question-là adéquatement. La solution magique, là, on ne l'a pas, pas l'extra-pas non plus. On s'entend que c'est pas facile. Hein? Il n'y en a pas de facile, celle-là, ça va faire partie de ceux-là. Et donc, c'est une question qui est adressée de façon constante et avec nos efforts accrus de rapprochement. D'ailleurs, il y a eu des gros changements chez nous, justement pour trouver des solutions à divers niveaux. C'est une des questions. La santé, en général, dans les Premières Nations, est une préoccupation. Ben, c'est notre travail continu, quotidien, et le monitoring qu'il faudra faire, nous, sur la façon dont ça évolue, va faire partie des questions qu'on va se poser pour ajouter notre tir. Mais on a juste notre tir, on n'a pas de solution pour arriver à un ground zéro demain matin. Par rapport aux autres drogues, c'est une question qui est très, très pertinente. Je pense que la réponse à ça, c'est que les autres drogues, elles existent déjà. Les autres drogues, elles sont déjà sur le marché, elles existent, puis il y a des jeunes, malheureusement, qui en consomment. Ce qu'on sait, par exemple, du cannabis, ce que les études montrent, c'est que la consommation de cannabis ne mène pas en soi à d'autres drogues. Ce qui mène vers d'autres drogues, c'est la personne qui vend le cannabis. Nous, l'idée, c'est de s'en prendre à celui qui vend le cannabis. Qu'on le retire de l'équation, puis qu'il n'y ait plus des jeunes ou des organisations criminelles ou leurs mandataires, si vous voulez,
qui vendent du cannabis, puis en même temps qui proposent « veux-tu un petit peu d'ecstasy, veux-tu un petit peu d'MDMA, veux-tu un petit peu de coke ?» Que cette personne-là soit plus dans l'équation. Parce qu'on lui retire son marché principal qui est le cannabis. Parce qu'on le voit les chiffres, ce qui est consommé par les jeunes, c'est le cannabis. Donc c'est l'optique. Mais c'est sûr que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, puis c'est la terre promise vers laquelle on tend. Mais ça va prendre du temps. J'ai 2 questions. Michel Lapointe. Oui, bonjour. Donc, j'ai 2 volets à ma question. La première est plus personnelle. Tantôt, vous avez parlé qu'au niveau des jeunes, vous vouliez éliminer le cannabis, que l'objectif, c'est justement de les prévenir contre la consommation. Vous parlez aussi d'investir de l'argent en prévention, ce qui est déjà fait, mais vous voulez augmenter ces sommes-là. Qu'est-ce qui va être fait pour outiller les parents? Pas que je veux pas que les écoles soient impliquées, pas que je veux pas que la publicité ne soit pas faite, mais je pense qu'au départ, c'est aussi une discussion à avoir avec nos enfants. Donc, comment vous allez nous outiller, nous, comme parents, pour savoir à quel moment parler, quelle langue prendre, quelle information communiquer, parce que tantôt, on parlait des jeunes du primaire, il faut faire attention dans nos commentaires. Ça, c'est le volet plus personnel que j'aimerais connaître. D'un point de vue professionnel, moi, je suis une professionnelle en gestion des ressources humaines. La santé mentale, la consommation de drogue dans les lieux de travail, même si on a des politiques contre l'alcool, contre ceci, contre cela, il reste qu'on a déjà une problématique de consommation. Je ne crois pas que la légalisation va faire que demain matin, tous nos travailleurs vont se mettre à fumer, mais est-ce que, comme au niveau de la conduite, est-ce qu'on va permettre aux employeurs ou aider les employeurs par des lois plus claires, plus définies, de dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, parce que souvent, dans des cas actuellement d'alcool, par exemple au travail, on va dire « Ah ben moi, je suis alcoolique, j'ai un problème », alors l'employeur ne peut pas simplement mettre fin à l'emploi, même s'il a une politique de tolérance zéro. Donc, comment on va faire, nous, pour gérer l'aspect santé-sécurité? Je sais que c'est un tout autre discours que je vous tiens, là, mais moi, dans mon lieu de travail et dans les entreprises où j'interviens, c'est ça que j'entends beaucoup comme préoccupation. Oui, il y a le côté des enfants, mais après ça, on va faire quoi avec les autres aspects au niveau social qui peuvent être affectés par cette légalisation-là? Michel Millet. Moi, j'aimerais vous remercier infiniment pour vos consultations publiques, surtout avec de grands spécialistes. Vous sondez le pouls de la population, vous êtes à l'écoute des gens et vos réponses sont justes et claires. Et j'aimerais vous remercier infiniment pour votre rendement à ces questions-là, de tous ces gens ici présents. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Madame, simplement par rapport à aux outils. Déjà, Santé Canada, avec l'Agence Santé publique, a financé ce guide qui s'appelle Parler cannabis, savoir en discuter avec son ado. C'est une première étape, et il y en a d'autres qui vont suivre. Mais ce guide-là est accessible pour tous les Canadiens. Donc, si vous voulez, je peux vous en remettre une copie avant la fin, mais je pense qu'il va falloir le publiciser pour que les gens le sachent et que ça se rende dans les chaumières du pays. Donc, c'est rare que j'utilise le mot chaumière, mais je suis content d'avoir eu la chance de le faire. Par rapport à la consommation en milieu de travail, beaucoup de ces aspects-là relèvent du provincial, encore une fois, au niveau des normes du travail, de la CSST, tout ça. Mais je pense qu'il y a déjà un problème au niveau de la consommation sur le lieu de travail, c'est juste qu'on n'en parle pas. Puis maintenant, on va pouvoir en parler puis regarder comment est-ce qu'on l'adresse. Est-ce qu'on prend une approche qui est similaire à celle qu'on a avec l'alcoolisme? Moi, j'étais avocat en droit du travail. Des fois, j'avais des patrons qui voulaient renvoyer leurs employés. Puis tu leur dis, c'est un problème médical, peut-être qu'il y a un accompagnement à faire, peut-être qu'il y a eu un revers de fortune qui l'a amené à consommer de l'alcool, parce que tu me dis qu'il a toujours été un bon employé, puis là, du jour au lendemain, il est en retard, il consomme, tout ça. Donc, je pense que d'avoir cette approche en enlevant le problème légal, en se concentrant aussi sur le problème médical, parfois, ça va nous aider à avoir une approche plus humaine et plus lucide. D'un parent, oui. Merci. Oui, justement, vous parlez de Mme Saint-Pierre. Vicky est morte. Elle a un message à faire, qui est l'attachée politique de Mme Saint-Pierre, ministre des Laurentides. Je vais lui laisser le micro avant qu'on termine la séance. Merci. Alors, tout au long de la soirée, j'ai échangé avec la ministre grâce à la technologie. Les questions qui ont été posées pour le gouvernement du Québec lui ont été adressées au fur et à mesure, et elle est en caucus présentement en Abitibi, donc la ministre Charles Lebois, qui est responsable de ce dossier chez nous, est déjà au courant des questions. Alors, ce que j'ai eu comme réponse globale, c'est que, comme a été mentionné un peu plus tôt, les consultations publiques au niveau provincial se sont terminées hier et que le dépôt du projet de loi est attendu pour l'automne, donc très bientôt. Bon. On me dit que toutes les questions que j'ai fait parvenir avaient déjà été adressées lors des consultations publiques. Alors, tout le monde on se tient tous sur la même longueur d'onde.
Deuxième chose, c'est un dossier qui est très émotif, hein, la légalisation du cannabis. Alors, bravo à tout le monde qui est présent ici, parce que tout le monde a fait preuve d'une grande maturité dans un dossier qui vient nous chercher à plusieurs égards. Dernière chose, j'ai un message de la ministre Saint-Pierre qui tient à vous remercier, Mme Lapointe, M. Ayoub, d'avoir organisé ça, d'avoir fait venir vos 2 collègues spécialistes, ainsi que le Dr Goyer. Et merci à tout le monde qui est là, parce que vraiment, ils n'ont pas tort de dire que c'est rare qu'il y ait autant de gens qui se déplacent dans une consultation. Donc, bravo pour votre intérêt et votre action en tant que citoyen. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir fait le message à Mme Saint-Pierre pour le volet commercial. Merci pour les salutations. Vous leur ferez les nôtres aussi. Alors, Ramez. Ah, moi, je sais, ça va être long si tu parles. Non, mais... Alors, vas-y, Linda, puis on y va. OK. Moi, j'aimerais vous remercier. Remercier mes collègues. Quand je vous ai dit tantôt qu'on avait des gens de qualité, j'aimerais les remercier, qu'on les applaudisse d'avoir eu avec nous Michel Picard, Joël Lightbaum, Éric Goyer, médecin. Merci d'avoir pris le temps. C'est tous des gens très occupés, croyez-moi. Ils sont en commission parlementaire, ils sont en comité parlementaire. C'est des gens qui font le tour du Québec pour être avec nous, pour nous expliquer. Je vous remercie, vous, de vous être déplacés, de nous avoir fait part de vos préoccupations. Caroline, qui est avec nous ce soir, elle a écrit toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Moi, j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe de Ramez, mais ainsi que tous les membres de mon équipe qui sont venus aussi d'Ottawa pour être sûrs qu'ils avaient bien saisi le pouls de Thérèse de Blainville et de Deux-Montagnes. Alors, un merci sincère à vous tous, à toute mon équipe, aux représentants des médias qui ont couvert l'événement ce soir. C'est très apprécié. Merci. La meilleure façon de clore cette belle soirée, parce que c'en est effectivement une belle, c'est de passer après Linda qui a fait une belle conclusion. Très content d'avoir un message et une communication directe avec Mme Saint-Pierre. Mme Aymard, c'est numéro 1, des communications comme ça. On en veut et c'est ce qui arrive présentement dans nos gouvernements. Alors, on continue. Vous avoir écouté a été un privilège. Privilège d'avoir partagé l'information que vous nous avez donnée et qu'on vous a transmise aussi. Je remercie à mon tour tous les membres du panel de vous être déplacés. Je vous remercie à vous. Vous avez une mission. Peu importe votre réflexion par rapport à ce projet, vous avez une mission d'en parler. Je vous demande d'en parler. Vous avez eu de l'information. Vous voulez avoir plus d'informations. Nous sommes là, c'est disponible et on va continuer à partager avec vous. J'ai souligné certaines personnalités qui étaient présentes parmi nous aujourd'hui. Presque après que j'ai eu à mentionner les personnalités présentes, Mme Joanne Michaud, conseillère à Sainte-Thérèse, était avec nous tout le long de la soirée et a écouté avec grand intérêt aussi les débats d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, moi, je vous remercie. Je sens que mon collègue... C'est difficile de faire arrêter de parler des politiciens, hein? Je sens que mon collègue Joël veut terminer avec quelque chose. Alors, Joël, je te laisse la parole. À mon tour, je veux simplement remercier Ramez, Linda, de nous avoir invités, d'avoir organisé ça ce soir. Je veux vous remercier de vous être déplacés. Je veux simplement vous dire, il y a une chose que je constate partout à travers le Québec où on fait des consultations, qu'on soit pour ou contre la légalisation, qu'on ait des divergences sur la manière, on a tous les mêmes intentions. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler et de le souligner. Donc, je vous remercie pour votre présence et une bonne soirée à tous. Merci Ramez, merci. Bravo à tous et bon retour à la maison. Merci.